la société Gilgamesh et je suis aujourd'hui pour vous parler de la Syrie. J'aimerais commencer par une question. Pourquoi les Syriens est-il encore fiers de ses racines malgré tous les événements dramatiques qui se déroulent en Syrie présentement et qui passent sur toutes les chaînes télévisées du monde? Il est difficile d'y répondre brièvement, mais je vais essayer de le faire sans trop vous ennuyer. Alors, la Syrie que nous connaissons actuellement n'est pas la Syrie qui a toujours existé. En effet, c'est seulement une partie de celle-ci. La Syrie, auparavant, était beaucoup plus grande, et ce sont les Anglais et les Français qui se sont divisés les zones selon leurs besoins historiques et économiques. Alors, nous pouvons voir la zone bleue sous l'influence directe des Français et sous l'influence indirecte, et la zone rouge qui est la zone des Anglais sous l'influence directe et indirecte encore une fois. Alors, mais quelle place occupait la Syrie au cours de l'histoire? Le nom de la Syrie apparaît dans l'histoire au Xe siècle avant Jésus-Christ, et oui, déjà, désignant plus ou moins la même zone que nous connaissons aujourd'hui. Le peuple qui habitait cette terre était alors surnommé le peuple araméen et il possédait plusieurs royaumes. Le plus important, le plus populaire, était le royaume de Damas, Dimashq, que nous voyons ici. J'aimerais ici souligner le fait que l'université de McGill a écrit un livre à propos de ce royaume-là et de la déesse aussi qui s'appelle Dea, la déesse de Damas. Nous pouvons voir ici le livre. Alors, le nom de la Syrie est également apparu dans l'ouvrage intitulé L'Odyssée d'Homère, que nous connaissons probablement tous, vu qu'on l'a lu à l'école, au 9e siècle avant Jésus-Christ. Lorsque les Grecs ont appris que la flotte marine perse venait les attaquer, ils sont allés consulter le prêtre au temple d'El et il leur a répondu « Fuyez au bout de la terre, car du feu et une guerre amère vous poursuivront sur des chars syriens. » Hérodotos, que Cicéron a surnommé père de l'histoire, écrit l'histoire du monde en 8 volumes imposants. Dans chacun de ces volumes, il y avait le mot « la Syrie » et « les Syriens ». Les termes « Syrie » et « Syrien » étaient donc mentionnés à plusieurs reprises. La Syrie et les Syriens, la Phénicie syrienne, la Palestine syrienne. Hérodotos semblait avoir délimité les frontières de cette Syrie entre la montagne Cassius, qui se trouve dans le désert de Sinaï, probablement pas très loin du monastère de la Sainte-Catherine, et l'autre montagne Cassius, qui se trouve au nord d'Antioche, au nord-ouest de la Syrie actuelle, au bord de la mer. Nombreux sont les documents traitant de la Syrie et des Syriens depuis les débuts de l'histoire écrite. La Syrie a énormément contribué à la civilisation mondiale. Je ne parlerai pas ici des fameuses avancées au niveau des mathématiques, de l'algèbre, de l'astronomie et de la chimie. Je ne parlerai pas non plus des alphabets, comme celui du Ugarit qui est parmi les premiers. Je ne parlerai pas de la cuisine, des recettes, des épices qui provenaient de l'Extrême-Orient. Je ne parlerai pas de ce transfert culinaire et culturel qui s'est fait entre les Syriens, les Grecs et les Romains. Je n'en parlerai pas parce que je veux spécifiquement me pencher sur la Syrie et les Syriens qui forment un peuple bien défini et qui habitent sur une terre bien délimitée. Donc, je ne parlerai que de 2 personnes qui ont grandement contribué à la civilisation romaine hellénistique. Cette contribution était d'une telle ampleur que des historiens, des poètes romains ont dit que le fleuve d'Orante, partant de la Syrie, versait dans le fleuve de Tibre, qui se trouve à Rome, transportant ainsi un bagage important, culturel, artistique, théologique et sociologique. La première personne dont on parlera est le grand architecte Apollodoro Damasceno. L'empereur romain Trajan, alors qu'il n'était que consul en Syrie, a admiré l'architecture qui se trouvait en Syrie. Il a donc réussi à convaincre Damasceno de se joindre à lui et de retourner à Rome. Une fois à Rome, Damasceno construit plusieurs monuments importants qui caractérisent la ville. À l'époque, ces monuments faisaient même partie des merveilles du monde. Cet architecte damascien a construit le Forum de Rome, le Panthéon de Rome et le pont au-dessus du fleuve Danube ayant 20 couvertures. C'était un grand pont. Il est également l'auteur de la colonne de Trajan, sur laquelle nous pouvons voir tous les accomplissements militaires de l'empereur Trajan, que nous pouvons voir plus en détail. Voilà. Donc, il ne s'est pas arrêté seulement à cela, il a également construit des machines de guerre, plusieurs machines, on peut en voir d'autres, et encore une autre.
Alors ici, on peut voir une correspondance entre l'empereur Trajan et justement l'architecte. Ce qu'on voit, ce qui est encerclé, donc j'ai tardé à te répondre et j'étais envoyé ici des charpentiers. On voit que l'architecte pouvait tutoyer l'empereur. Il n'était pas son inférieur, mais plutôt son égal, grâce à tous les accomplissements qu'il avait accomplis à Rome. L'autre personne ayant grandement contribué à la civilisation romaine est Julia Dumna, une femme syrienne reconnue, originaire de Homs. Homs, une ville qui est toujours habitée aujourd'hui et qui à l'époque s'appelait Emesa. La Syrie n'était pas une colonie romaine ordinaire, loin de là. On pourrait plutôt la qualifier de province empirique romaine où l'empereur avait 3 légions, soulignant justement l'importance qu'elle avait. En Homs, il y avait un commandant militaire qui répondait du nom de Severus Septimus. Ce Phénicien libyen était convaincu que celui qui épousait Julia Dumna, alors fille du grand prêtre des Messes Julius Batianus, au temple d'El Jabal, devenait à son tour empereur. Ayant essuyé un premier refus pour sa demande en mariage, il envoie son bon ami Papinion, le juriste, pour qu'il parle à son avantage. Cette démarche a porté fruit parce qu'effectivement, en 193, il marie Julia Dumna et devient effectivement un empereur. Julia Dumna était très éduquée et influençait grandement les décisions de son époux. Elle a ouvert un salon culturel d'importance à Rome où de nombreux hommes de littérature et de sciences se sont assemblés, dont Gallienus, un médecin grec, Flavius Philostratos, un sophiste, et finalement Apollonios, un mathématicien. Ici, nous pouvons voir des pièces de monnaie dont je vais également vous parler. La position de Julia Dumna dans la société était alors si élevée que les sénats de Rome la nommaient mère du Sénat et puis mère des empereurs. Les légions militaires se sont également mis à l'appeler mère des légions, Matre Castrorum. Alors ici, sur la pièce à votre droite, nous pouvons voir que c'est marqué justement Matre Castrorum sur le côté. Durant de nombreuses années, elle a accompagné son mari Severus Septimus et son fils, l'empereur Caracalla, dans toutes leurs expéditions en Germanie, en Asie, en Égypte et en Syrie. Récemment, en 1910, on a découvert que Caracalla avait fait une merveilleuse loi qui stipule que tous les sujets de l'Empire romain se trouvant sur les terres romaines étaient des citoyens romains, ayant tous les mêmes droits et devoirs. On pouvait dire que c'était une prémisse d'une citoyenneté saine et juste. Je ne pourrais pas parler de d'autres personnages par manque de temps ou par peur de vous ennuyer, mais cependant il est primordial de mentionner les noms des juristes Papinion et Ulpien, 2 juristes qui ont écrit les 2 tiers du Code justinien. Au début de ce bref discours, je vous demandais pourquoi le Syrien est-il fier de ses racines. Malgré les événements déchirants que vit le peuple aujourd'hui en ce moment en Syrie, personne ne peut nier l'importance de la Syrie à travers le temps. Personne ne peut nier toutes les avancées et les accomplissements que les Syriens ont accomplis. La Syrie existait, existe et existera toujours. Pas fière et digne, parce qu'il y aura toujours des Syriens qui sont fiers de ce qu'ils sont. Merci.